Il fallait de la volonté pour aller à la ferme de Martin Roux ce jour-là. Longer une voie sans charme, la grisaille d'un zoning industriel où grondent au loin les avions d'une compagnie low cost. Il n'y a que ceux qui savent qui s'aventurent ici. Et nous savions qu'au bout du chemin, il y aurait la lumière. Voici tout le bazar d'un colosse au regard bleu-or, Bernard Tirtiot. Bonjour Bernard. Bonjour Alia. Je vous ai à peine rentré. On m'a dit que je ne te dérangerais pas. Non, c'est ici qu'on... Je ne vais pas dire que c'est l'antichambre, mais c'est ici que les choses commencent quand même, hein, une chapelle. Raconte-nous donc, c'est la chapelle de la ferme. C'est la ferme, la chapelle de la ferme de Martin Roux, donc construite par mon grand-père, 1938, un peu avant la guerre. Et 30 ans plus tard, moi je découvre les vitraux, je suis fasciné par la lumière, je parle à mon père et je veux faire des vitraux pour cette chapelle. Et c'est là que je vais rentrer progressivement dans le métier, tout doucement dans le métier. Et puis j'ai fait à cette époque 8 vitraux. Donc ce sont tes premiers vitraux? Tout premiers vitraux, oui. Et celui-là, le Marie-Madeleine, c'est le tout premier. Hein, quand il a été fini, je me souviens, on s'est mis tous dans le salon avec des éclairages à le regarder. Moi, j'étais fasciné parce que quelque chose venait de naître comme ça, certainement une vocation. Et 30 ans plus tard, je reviens et j'ai l'idée de la retourner parce que, en fait, elle était mal orientée. Donc, le portail, la porte est devenue une rosace. L'hôtel, qui était très très grand, je l'ai recoupé, j'en ai fait un petit hôtel roman. Et alors bon voilà, 38, 68, 98, 2028, je vais encore tout transformer à mon avis. Mettre un toit et un clocher de verre, ce serait beau. Hein. Oui, ça serait très très beau. Comme tout le reste d'ailleurs, on peut visiter le reste de la ferme de Martin Roux. Je t'invite à... Ok. Je ne vais pas dire à me suivre, à me précéder. Merci. Ouais. La ferme a failli disparaître pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle fut la cible d'une violente attaque allemande et resta longtemps défigurée jusqu'à ce que Bernard la rachète à sa famille. Il lui donne une seconde vie. Oui, c'est gigantesque en fait. Ah, quand même. Et ça, cette partie-là, c'est moi qui l'ai reconstruite. En utilisant des vieilles pierres d'angle, oui. Tout ceci, c'est les loges du petit théâtre, en fait. Oui. Et alors ça, c'est le seul arbre qui ne perdra pas ses feuilles cet hiver. Et alors, il a la particularité, si tu veux, de chanter. C'est un arbre chantant. C'est amusant, hein? Oui. Oui. Aux fenêtres de ce qui était autrefois une étable, des centaines de couleurs, 700 tonalités de vert, prennent le soleil en attendant les mains qui les feront chanter. C'est ici que le maître verrier s'est révélé à celui qui aurait dû être notaire. C'était vraiment pas une bonne idée, ça me correspondait absolument pas. Mais tu as quand même fait des études de droit. Oui. Mais c'était un compromis. Et puis, un jour, mon père est passé dans l'atelier, il y avait des vitraux un peu partout. Et puis, il m'a dit, t'as bien fait de t'obstiner. Oui. Donc, il m'a un petit peu... Il a reconnu mon travail. Et ça m'avait fait énormément de bien à l'époque, parce que
j'avais dû désobéir en quelque sorte. Et c'était lourd pour moi. J'ai des parents formidables, tellement bons, tellement attentifs. Et voilà. Et alors tu m'as dit que tu n'avais pas pu terminer ta dernière année parce que tu avais déjà tellement de commandes. Oui, j'avais des commandes, oui, c'était arrivé comme ça. Et puis, ce qui est complètement fou, c'est que je me retrouve près de 50 ans plus tard et j'ai toujours eu des commandes devant moi. Pas un jour de chômage. Oui, donc j'ai des anges formidables. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ici, c'est pas du vitrail, c'est une autre technique. Non. C'est une autre technique, oui. C'est des plateaux de verre, au départ, des grands plateaux de verre, pour 400 kilos, que je vais amener sur les tables et je vais les tailler, je vais faire des lames, je vais tirer des lames. Et ces lames, je vais les assembler. Des lames qu'on voit ici. Oui, c'est ce qu'on voit, c'est ce mur de verre qui est derrière moi. Et c'est assemblé, si tu veux, avec un silicone transparent, très transparent et pressé. C'est pour ça que j'ai toutes ces presses, ces enclumes, ces poids. Parfois, je mets 900 kilos sur mon collage pour le presser, pour le serrer, quoi. Oui. Et alors, explique-nous comment on passe du verre à l'écriture. Mais j'ai presque envie de dire qu'on est un peu dans la même dynamique quand on écrit que quand on est dans un atelier en train de choisir des couleurs pour un vitrail et qu'on est en train de mettre ensemble des pièces qui vont devenir un vitrail. Hein, sur un panneau de cette dimension-là, par exemple, je peux avoir 200 morceaux, 300, 400 morceaux. Et alors tout ça est un ajustage comme ça, pointu. Oui, on réfléchit à chacune de ces teintes. Et en écriture, c'est la même chose. On est avec les mots. Hein, et avec les mots, on les écoute, on prend les mots qui chantent, on les préfère à d'autres. On est vraiment dans la même énergie. Vraiment, je me sens dans la même énergie. D'ailleurs, quand je fais l'attribution de couleurs de vitraux colorés, par exemple, j'écris. Donc j'écris de la poésie, j'ai des tas de chansons qui sont nées dans cet atelier-là, sur des bouts de papier comme ça, où je commence à écrire le début d'une chanson, et puis après je la poursuis, parce que ça ouvre le même espace, en fait, j'ai le sentiment. Oui. Mais là, sur ce papier, il n'y a pas de poésie, il y a un schéma, c'est ceci? C'est ça, oui, c'est ceci. Donc tu retrouves ici, tu vois, ces deux personnages qui doivent figurer, les nonnes qui se sont occupées de l'hôpital avant. C'est pour un hôpital? Oui, c'est pour un hôpital. Une fois l'œuvre terminée, elle se fera étreinte, avec à la place du cœur un soleil de verre coulé dans un atelier de fusion. Bernard nous y emmènera tout à l'heure quand les fours seront à température, mais poursuivons la visite. Dans la grande salle, on trouve Line au piano. Elle accompagne Bernard sur scène depuis plus de 20 ans. Et au saxo, Grégoire, le petit dernier des Tirtiaux. Raconte-nous un peu comment tu es tombé dans la musique et pas dans le vers, ni dans l'écriture, ni... En fait, j'ai passé une enfance à plutôt courir dans les champs, mais à un moment, mon frère a fait son groupe de musique et ça m'a vraiment attiré. Et puis par la suite, je me suis dit que j'allais m'y essayer. Et donc, j'ai eu la chance de partir un peu à l'étranger, étudier. Et puis, je suis rentré au conservatoire. Je me suis orienté vers le jazz parce que j'aimais l'improvisation. Et de fil en aiguille, tout s'est construit autour de ça.
Il y a une touche artistique comme ça dans toute la famille? Mais écoute, ils se sont trouvés ici, dans ce lieu, avec des artistes qui passaient, des Steve Band. Donc, à mon avis, ça les a marqués. Ils ne sont pas tombés... Oui, ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Et moi, j'ai toujours poussé ça, en fait, parce que je trouve que c'est tellement important que chacun puisse vivre vraiment ses rêves. Une famille d'artistes. Ouais. Éline, comment vous êtes tombée dans la marmite, vous? Comment je suis tombée dans la marmite Tircio ou marmite musique? Marmite Tircio, ça c'est une vieille histoire. Je jouais avec Gilles Beaucaire je ne sais plus, en 88, je crois. En 88. Je suis venue, j'ai atterri à Martin-Roux en 88. Salle, voilà. Oui. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là, mais c'est vrai qu'après on a fait des cabarets de chansons que j'accompagnais sur des thèmes. C'était super et c'était il y a 20 ans, quoi, juste, voilà. Puis on s'est retrouvés maintenant pour faire un album ensemble dont j'ai fait les arrangements sur des poésies qu'il a écrites. Et il a écrit aussi les musiques. Donc voilà, j'ai fait les arrangements, c'était une superbe aventure. Il m'a donné une carte blanche totale. Voilà, c'était super gai, parce que c'est un mélange entre la poésie, la musique. Il y a beaucoup de place, je trouve, pour la musique. J'ai vraiment aucune frustration en tant que musicien de faire un album comme ça, parce que voilà, il laisse de la place quoi, pour le discours musical, donc c'est super gai. Ouais. Alors ce serait super qu'on puisse entendre. Avec plaisir. On peut? Allez, on vous écoute. J'aimerais faire le vide et prendre le large, refaire le chemin et marcher en flânant. Puiser l'eau, goûter le fruit et la lumière, et tes yeux que j'ai bu les boire doucement. Laisser filer les heures comme des caresses et mes mains se mêler aux cheveux des enfants quand ils ne feraient pas sur ta peau des voyages. Quand il chante, le colosse se fait enfant, comme ceux qui s'essayent à la danse et au théâtre dans les autres salles. Le jour, Martin-Roux est devenu un centre culturel incontournable dans la région. Le soir, on y présente des spectacles. De nombreux artistes de renom ont fait leur début ici. Daniel Denise, metteur en scène, est un habitué des lieux. C'est un lieu qui fait partie de ma famille, je dirais. Donc, pourquoi? Racontez-moi. Mais pourquoi? D'abord parce que c'est une rencontre avec le lieu, bien sûr, mais ça, vous avez vu ce que c'est. On ne peut pas résister. Mais aussi avec Bernard, qui est devenu un ami, et que j'ai eu l'occasion de diriger, lui l'occasion de me diriger. Donc c'est devenu quasi presque une affaire de famille. Et voilà, donc je suis très attaché à Martin-Roux, oui, vraiment. C'est assez extraordinaire de se dire que ce lieu qui était une ferme attire énormément de monde, en fait. Bernard m'a dit que c'était quasi sold out, la grande salle. Ici, on est dans la petite salle, mais... Oui, quand on joue ici, on est sûr de jouer pour 4 représentations. Donc, on va jouer dans un centre culturel, ben c'est une représentation. Ici, à Martin-Roux, c'est d'office 4 représentations parce qu'ils ont, je crois, 1000 abonnés, quelque chose comme ça. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. Et vous, qu'est-ce que vous aimez particulièrement ici? Ben c'est le côté d'abord convivial, simple, qui ne se prend pas la tête. Ça, et ce qui n'empêche pas de faire un travail de qualité. Mais ici, les gens peuvent manger avant ici. Ils font restauration. Et puis, ils se retrouvent dans la salle. Dans la salle dans le restaurant, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Et les gens parlent, et les acteurs ont envie de parler avec les gens, du coup. Et donc ils doivent traverser, donc ils peuvent difficilement éviter. Oui. Et s'ils vont se réfugier dans un coin et faire un petit truc entre eux, ça le fait pas, quoi. Il y a une vraie rencontre entre les acteurs, les comédiens, le public. Je pense bien. Chouette. Et je sais pas, en tant qu'acteur ou metteur en scène, on se sent très à l'aise ici. Merci beaucoup. On va vous laisser continuer à répéter. Merci. Merci. À quelques pas de la ferme, juste derrière l'enclos à chèvres, un monstre aux courbes tout droit sorti d'un dessin animé sommeille gentiment
en attendant l'heure de la résurrection. À la fin des années 70, cette architecture organique en révolte contre l'angle droit avait provoqué un scandale. J'ai l'impression d'être dans la maison de Barbapapa. Mais il y a un lien, parce que la personne qui a fait la bande dessinée Barbapapa a connu l'architecte avec qui j'ai travaillé, qui était dans le sud de la France. Et donc, elle s'est inspirée assez fort de son travail. Et son travail, c'est un travail d'un groupe d'architectes qu'on appelait les utopistes. Ils avaient un nom bien spécifique, mais c'est une utopie des années 70, une rêverie, parce que les architectes peuvent rêver aussi, peuvent faire des expériences, mais on ne les autorise pas tellement à faire des expériences. Mais ici, par exemple, on a pris la liberté. Donc on peut dire que c'est une architecture subversive, puisqu'on n'a pas demandé l'autorisation, sinon on n'aurait jamais eu. C'est une expérience, une recherche, une étude. C'était une maquette habitable initialement. Tout est un peu petit, volontairement. Le budget était très petit, il n'y avait pas de budget du tout. Mais j'ai tout de même passé un an de ma vie à la construire avec Bernard et d'autres artisans de la communauté. Et je ne regrette pas du tout cette expérience. Et Bernard, c'est toi qui as accueilli ça donc sur le territoire de ta ferme. C'est ça, oui. Et on a même tiré un peu trop fort sur le tricot, parce que c'est du tricot au départ. Hein. C'est du tricot. Oui, c'est du tissu élastique. C'est du tissu. Oui, c'est du tissu. Je voudrais Tissu préciser, solide. pour amuser, c'est du soutien-gorge. En fait, c'est une grande marque que je ne vais pas citer, de Paris. Et le directeur nous a donné une laie de 130 cm en 50 mètres de long. Donc c'est de l'architecture textile, on peut dire. On a poussé avec les fenêtres, avec un seau, avec un piquet pour faire la hotte. On a placé avec les ouvertures arceaux, avec à l'avance. des maçonneries. Le second stade, c'est de rigidifier cette enveloppe, ce textile. Alors là, il y a eu plusieurs techniques qui ont été essayées. Actuellement, on utilise une technique qui est tout de même assez simple et à notre portée, parce qu'ici, on n'a pas de moyens. Tout ça, c'est pratiquement du bricolage. On utilise une projection de plâtre renforcée avec des fibres de verre, principalement, pour en faire la coque intérieure. Coque intérieure qui sera par la suite isolée, étanchéifiée avec d'autres matériaux. Problème du vent, regarde comme ça bouge. Parce qu'en fait, cette pellicule de tissu, c'est un coffrage infime qui va supporter d'abord une couche de plâtre de 2 mm. Et cette couche de plâtre va pouvoir supporter une couche de plâtre de 4 mm, et puis d'1 cm, et puis de 2 cm. Si bien que ça va faire une enveloppe très résistante qui va le servir de... C'est une maison qui est faite par l'intérieur, pas par le fini. Hein. Le plafonnage est quasi parfait une fois que c'est projeté. L'électricité, ça va être simplement des trous dans l'enveloppe de plâtre et les câbles passent au-dessus du plâtre avant de mettre l'isolation et la couche de béton, de goudron final. On ne sait pas encore comment on va terminer l'ensemble. Et quelqu'un a habité ici? Oui, plusieurs familles. Moi, j'y ai d'abord habité pendant un an avec mes petits-enfants. Malheureusement, c'était un sujet de fantasme, sans doute pour les voisins ou les passants. Elle a été vandalisée 2 ou 3 fois, très lourdement. Il y avait quelques petits problèmes techniques que je ne veux pas nier, parce que ça a été construit dans l'euphorie, pas mai 68, mais on n'était pas très loin, et d'euphorie partagée avec l'amitié, la communauté, la jeunesse. Et donc, il y a quelques problèmes de fond techniques qui ont fait que l'humidité a rongé un peu la maison. Elle a été habitée pendant 10 ans et puis on a arrêté. Oui, mais tu sais, elle était inhabitée surtout. Hein, donc c'est pour ça qu'elle est aussi dans cet état-là. Elle aurait été entretenue. Donc on a laissé tomber les bras, si je peux dire. Mais en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est une technique qui était très légère. Et c'est une coquille d'escargot, c'est antisismique. Ça a vraiment des qualités. Ça épouse la vie. Il n'y a pas un espace énorme à chauffer. Hein? Oui, le but, on aurait pu vraiment développer ça. J'ai vraiment envie d'aller. Ouais. Le but, c'était de faire un vêtement autour de la vie. Donc la vie, c'est la table, la cuisine, le séjour. Et donc d'emballer tout ça avec ce vêtement. En fait, c'est du lycra, c'est du tricot, c'est une maille textile. Écoute, tu aurais pu balayer quand même. Mais oui, mais le poil, il est là. Oui, c'est sûr. Oh, c'est bien fait. Avec un petit vitrail. Un jour peut-être, qui sait,
l'utopie sera réhabilitée. Bernard veut y croire encore. En attendant, la nature en fait son affaire. Nous voici en chemin pour l'atelier de fusion. Depuis 4 jours, des fours carburent pour atteindre la température idéale et permettre à un jeune alchimiste de génie de couler des disques de verre colorés dans la plus pure tradition. C'est une dalle, comme celle-ci, qui viendra se nicher dans la sculpture de Bernard. C'est une dalle dont la dimension est déterminée en fait par la quantité de verre qu'on a introduit dans le creuset. Donc le verre est fait à partir du sable. Des fondants donc ça, c'est du sable? Oui, c'est du sable, ouais. Et tous les verres sont faits à partir de sable. Maintenant, mais on ajoute quand même des produits chimiques pour arriver à... Voilà, donc chimique en fait, oui, chimique sans plus, c'est des minéraux finalement. Hein. Ce sont tous les minéraux et tous les métaux qui vont vraiment être à l'origine de la coloration. Donc on peut utiliser tous les métaux classiques, donc le fer, le cobalt, le cuivre, le vanadium, le chrome. Tous les métaux vont donner une coloration dans le verre en se liant à la silice. Et puis, dans la pratique verrière, on a aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser les métaux précieux. Et les métaux précieux vont pouvoir être introduits dans le verre sous une forme de dissolution très fine, qui, dans l'occurrence, en parlant de l'or, par exemple, on sait que l'or ne s'oxyde pas. Donc, on doit le dissoudre dans des acides pour le rendre finalement salin, donc sous une forme saline, soluble, qu'on va pouvoir dissoudre dans le sable. Et donc, on va pouvoir, comme ça, répandre bien la coloration dans toute la masse du verre. Et quand on dit le rouge à l'or, oui. C'est quoi? C'est l'or qui devient rouge? Voilà, parce que l'or dans le verre n'est plus à l'état métallique. Donc, il est dans un état qu'on appelle colloïdal. C'est une sorte de dispersion infime de la matière qui, maintenant, les scientifiques vont très loin. Même, ils ont fait des analyses. Ce sont finalement des nanoparticules d'or. Vous connaissez toutes ces nanotechnologies. En fait, c'est très intéressant de voir que, de manière empirique, les verriers ont utilisé cette technologie des nanoparticules depuis l'Antiquité. Mais ils le faisaient empiriquement. Maintenant, on l'explique. Ici, vous avez du rouge à l'or? Oui, hein, oui, bien sûr. Donc, le rouge à l'or, c'est celui que vous avez dans la grande dalle, là, au milieu. Alors, il peut se décliner dans différentes teintes. Il va se décliner, en fait, entre les couleurs de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Le reste du spectre chromatique, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est fait avec tous les autres métaux. L'or permet de faire les infrarouges et les ultraviolets. C'est une chose tout à fait particulière et on peut le détecter avec un spectromètre. Et donc, c'est tout à fait particulier au verre. C'est passionnant. Et ta pièce centrale, la pièce qu'il va mettre, elle aura quelle couleur? C'est pas n'importe quel or, hein. C'est combien de carats? Oui, c'est du 24 carats. Il faut un or le plus pur possible, parce qu'à partir du moment où on va utiliser un or comme de l'or de bijouterie, il contient de l'argent, il contient du cuivre, et donc l'argent, il va développer des teintes qui se développent dans des jaunes orangés, comme ceci. Mais donc qui ne seront pas très souhaitables quand on parle de coloration à l'or, puisqu'ils vont empêcher d'obtenir ces teintes tout à fait caractéristiques qui sont d'une gamme de rouge groseille qui vont tirer vers le bleu. Est-ce qu'on peut aller voir les fours? Bien sûr. Est-ce qu'on peut fonctionner maintenant de façon empirique et voir comment ça se passe? Bien sûr, hein, je vous en prie, suivez-moi.
Il faudra attendre encore 10 jours que le verre refroidisse pour enfin découvrir sa teinte. L'or 24 carats s'est figé dans un chaud dégradé de mauve, l'exacte couleur que Bernard recherchait pour son œuvre. Cette fois, c'est une sculpture, mais cela aurait tout aussi bien pu être un poème, un livre, une pièce de théâtre. Bernard laisse régulièrement déborder son talent, peu importe la discipline. Toutes sont le prolongement d'une même passion qu'il communique avec joie à tous ceux qui croisent son chemin. Voilà. Attends, moi je tourne un peu parce que je ne suis pas tout à fait dans l'axe. Il est au bout, regarde un peu ça. Waouh.